Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro et l'actualité des deux côtés de l'Atlantique. Shutdown record en durée aux États-Unis. En plus, on a beaucoup d'interrogations liées aux investissements colossaux sur l'IA. Donc le marché commence à vaciller. En zone euro, pas énormément de choses. Et en France, toujours sur le budget 2026. Ensuite, on passera à l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et surtout identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi technique de mes trades avec quelques changements cette semaine. J'ai toujours le BX4, Eramet, Imeris, Dassault Systèmes, Edenred. Sopra Steria, j'ai pris la décision de couper le trade avec une grosse perte. On verra ça ensemble. J'ai toujours Mersen, Ipsen, OP Mobility. Et cette semaine, je suis rentré à l'achat sur le CAC 40 sur la zone de support. On verra aussi ça ensemble. Et Pernod Ricard, la même chose. Je vous montrerai ce que j'attends de tout ça. Et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Crédit Agricole, Technip Energy, Euronext, Bouygues et SideTrade. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, on va commencer avec la zone euro. Je vous ai mis essentiellement des statistiques sur les PMI. Je vous rappelle, les PMI, c'est les directeurs d'achat. On a une barre à 50. Quand on est au-dessus, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous, c'est une contraction de l'activité. Au niveau de la France, toujours aussi mauvais si je puis dire. On ressort à 48,8 comme le mois précédent, même si c'est meilleur que les prévisions qui étaient de 48,3. L'Allemagne, on reste stable à 49,6. On voit qu'on se rapproche des 50, même si on est toujours sur une contraction, on n'est plus très loin. Et au niveau des PMI manufacturiers de la zone euro, on est pile poil sur la zone des 50. Donc on verra bien la suite. Au niveau des services, PMI, France, services, faible, très faible. On baisse par rapport au mois précédent, qui était à 48,5, on ressort à 48. Alors mieux que prévu, qui était à 47,1. Donc il faut quand même se rendre compte que 47,1, c'est vraiment catastrophique des PMI services. En France, on a, je ne vais pas dire plus d'usines, mais on voit que notre force, c'est plutôt les services et qu'on ressort pour le mois d'octobre meilleur en manufacture qu'en service. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne tourne plus rond en France. On verra bien comment tout ça va se finir. Au niveau des services en Allemagne, c'est plutôt pas mal du tout. L'Allemagne, c'est à peu près la même chose. L'Allemagne, c'était plutôt une politique sur les services que la manufacture, même si au niveau de tout ce qui est usine, c'est quand même pas si mal que ça en Allemagne, mais on voit qu'au niveau des PMI services, ils ressortent à 54,6. Donc c'est vraiment une belle progression par rapport aux 51,5 du mois précédent. Et on voit que par rapport au PMI manufacturier allemand qui flirte avec les 50, on est pas mal. Au niveau de l'Allemagne, ça a l'air de vouloir relancer l'économie. Donc c'est plutôt sur le bon chemin au niveau de l'Allemagne, contrairement en France, on est toujours quand même sur l'élaboration du budget 2026 et je ne sais pas comment tout ça va se terminer. PMI composite de S&P Global, donc ça regroupe les PMI manufacturiers et les services de la zone euro. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce qu'on progresse par rapport au mois précédent où on était à 51,2. Là, on ressort à 52,5. Encore mieux que prévu qui était à 52,2. Donc, c'est plutôt de bon augure. Si, par miracle, la France repart un peu
économiquement, je ne sais pas comment, parce que je vais vous donner mon scénario à la Spielberg d'une catastrophe pour la France. Surtout pour les indices, parce que ce qui m'importe et le but de ces vidéos, c'est pour voir si il peut y avoir un impact sur les marchés financiers par rapport à ces statistiques. Alors mon scénario à la Spielberg de la catastrophe du CAC 40 pour la France, ça serait que déjà les indices américains continuent un peu d'être chahutés, le shutdown qui n'en finit plus, etc. Donc un CAC 40 qui part vers le bas, qui suit, je pense, les indices américains, qui n'arrive pas à tenir sur ces niveaux, et que d'ici, je crois, c'est fin du mois ou début décembre, va falloir que le budget 2026 passe, même si ça va être une catastrophe, ce qui va être dedans sûrement, mais le scénario catastrophe pour moi, c'est si le budget ne passe pas, que c'est encore la foire à l'Assemblée, etc., et qu'on a une censure du gouvernement, dissolution, etc. Alors là, le CAC 40 ne donne pas cher de sa peau, parce que là, ça fait déjà des mois qu'on perd du temps. Les entreprises, c'est la catastrophe. On ne sait plus s'il faut investir, s'il ne faut pas investir. On va avoir une taxe sur les bonbons, sur le vapotage, sur tout et n'importe quoi. Donc comment voulez-vous que les chefs d'entreprise puissent se projeter? Et ça date pas de 2 mois, ça date de 6 mois. Voilà, on a un chômage qui augmente, etc. Donc ça, c'est mon scénario catastrophe. On va voir ce qui va se passer à cette fin d'année, mais on pourra avoir des fêtes de fin d'année catastrophiques sur le CAC 40. Donc affaire à suivre. La semaine prochaine, pas énormément de stats sur la zone euro. Je vous ai mis le PIB. Voilà, en rythme annualisé, les prévisions pour le T3, 1,3%. Donc voilà, c'est pas la folie. Mais bon, pourquoi pas. Affaire à suivre. On traverse maintenant l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis. Pareil, je vous ai mis les PMI, nettement meilleurs que la France et même de la zone euro. PMI manufacturier ressorti à 52,5, mieux que prévu et mieux que le mois précédent. PMI composite de S&P Global, mieux que le mois précédent. On était à 53,9, là on ressort à 54,6, un peu plus faible que prévu, mais rien d'alarmant. PMI service, c'est la même chose, un peu plus faible que prévu, mais mieux que le mois précédent. Donc on voit que c'est quand même très solide les directeurs d'achat aux États-Unis. On verra bien si dans les prochaines semaines, prochains mois, on repasse en dessous de la barre des 50. Là, ça serait vraiment pas bon. On a eu aussi les créations d'emplois non agricoles par ADP, pas mal. On se rappelle que le mois précédent, on avait eu une destruction d'emplois de 29 000. C'était prévu une création d'emplois de 32 000. On a eu 42 000. Donc voilà, ça va dans le bon sens. On fait avec ce qu'on a, parce que comme il y a le shutdown, on n'a plus aucune statistique venant de l'administration du travail américain. Donc on a ça par un cabinet privé ADP. Donc voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est avec toutes les stats, emploi, le chômage, etc., etc. La semaine prochaine, il y aura aussi des stats très importantes sur l'inflation. Alors, est-ce que ces stats vont être donnés? Est-ce qu'il y aura toujours le shutdown? Mon avis sur ce shutdown, ça commence à vraiment peser, je pense, déjà sur les personnes qui sont au chômage depuis un mois. Donc ça fait, même si ce n'est pas avec 300 millions d'habitants aux États-Unis, je ne sais pas combien ça représente ce shutdown, mais c'est une toute petite part, mais bien évidemment, ça fait toujours moins de consommation pour ces personnes, malheureusement, qui se retrouvent au chômage. Donc pour moi, je pense qu'il va falloir vite que ça se résout, ce shutdown, je pense, la semaine prochaine. Parce qu'après, on parle de quand même réduire au niveau de l'aviation américaine à cause de ce shutdown, donc moins d'avions, etc. sur les aéroports. Donc ça va, je pense, commencer à chahuter. Et les marchés, ça se ressent sur les marchés américains. Et il y a aussi sur ces marchés américains, comme on en parle depuis des semaines, qui sont un peu en apesanteur. Pour moi, on est monté trop vite. On est pour moi sur une correction. On verra l'indice, le S&P 500 tout à l'heure. Pour moi, rien d'alarmant, mais il y a beaucoup d'interrogations aussi sur l'IA. Alors sur l'IA,
Mon avis sur l'IA, je pense que ça va révolutionner le monde. Mais quand on voit les sommes astronomiques dans ce petit, on va dire, cocon où chacun paye l'autre, Amazon, Oracle, etc., Nvidia, ça se paye à coût de milliards, de dollars. Il va vite falloir, parce qu'on a eu quelques rumeurs comme quoi il faudrait que le gouvernement américain soit derrière au cas où. Donc déjà, quand ça commence comme ça, et que le gouvernement a dit qu'ils n'allaient pas intervenir pour sauver telle ou telle entreprise si ça tourne très mal. Donc on voit que c'est la course, c'est bien normal. Voilà, pour pas être le dernier dans cette course sur l'IA. Maintenant, va vite falloir qu'on ait des retours sur investissement. Ça veut dire que dans les prochains trimestres, toutes les entreprises liées à l'IA, va vite falloir que les marges augmentent, que le chiffre d'affaires, etc. explose. Parce que si on a des déconvenus et que ça commence à mettre du temps à se faire ressentir au niveau de ces valorisations qui sont déjà très élevées et encore plus élevées maintenant, donc affaire à suivre, parce que sinon ça pourrait très mal finir. Si voilà, je pense que ça va être bon pour l'avenir, mais est-ce que c'est peut-être qu'ils voient trop haut, trop loin. Voilà, donc on n'est qu'au début. Mais il faut se rappeler que l'histoire d'Internet, il y a eu des entreprises qui ont été les grandes gagnantes. Il y en a eu d'autres qui ont disparu. Et je pense que l'IA, ça va être la même chose. Donc il faut être sur les bons chevaux. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais attention sur cette histoire de l'IA. Parce que l'IA, c'est pas que les entreprises de la tech, c'est tous les secteurs, l'énergie, presque tous les secteurs. Parce qu'il faut aussi se dire que la croissance aux États-Unis, pour le moment, c'est grâce à l'IA. Donc si ça tourne mal sur l'IA, alors attention les dégâts. Et ça, on y verra, je pense, l'année prochaine, 2026, quand on aura les résultats, etc., les perspectives, et puis sûrement encore des investissements, etc., de tous les mastodontes de la côte US. Donc attention. Allez, on passe maintenant au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre chaque week-end, en commençant par le rendement obligataire du 10 ans français. Il repart un peu à la hausse, rien d'inquiétant. On a eu un peu une baisse de la volatilité ces dernières semaines. On est toujours quand même sur la tendance haussière avec ce support oblique haussier. On voit que techniquement, c'est plutôt propre. Que la zone de résistance vraiment importante, c'est les 3,60. Si on passe au-dessus, attention danger. Et bien évidemment, si on passe après dans des niveaux au-dessus de 3,80, alors là, gros danger. A contrario, si on casse l'oblique baissière et surtout les 3,22, 3,20%, on respirera un peu mieux. Maintenant, on connaît la problématique de la France, c'est ce budget 2026. On verra bien comment tout ça va se terminer. Au niveau de l'Allemagne, rien à signaler aussi. On est toujours dans ce range entre 2% et un peu en dessous des 3%. Au niveau, on n'a pas été voir le spread. Toujours intéressant aussi de voir avec l'Allemagne. On n'a pas dû beaucoup bouger. Voilà, on est à 80 points de base d'écart. On est dans la zone haute du spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Pareil, si on passe les 90, alors là, attention, danger pour la France. Donc, rien de particulier sur ces rendements obligataires. Les États-Unis continuent de baisser tranquillement par un peu la faiblesse peut-être à venir de l'économie. Rien non plus de vraiment inquiétant. Tant qu'on est entre 3,62 et en dessous des 5, affaire à suivre. Si bien évidemment on passe les 5, alors là, gros danger. Et pour moi, si on casse les 3,60, ça signifiera peut-être qu'on aura un fort ralentissement économique. Donc, affaire à suivre aussi. Le pétrole, il ne bouge plus trop. Toujours dans ce canal baissier de moyen terme. Pareil, la zone qu'on avait vue depuis un long moment, qui pour moi faut tenir, c'est les 58 $. On est remonté il y a 2 semaines. Là, on repart un peu à la baisse. Donc, on verra. Vous savez aussi comment j'interprète ce pétrole. Si on retourne en dessous des 52 $, le pétrole sera pour moi pas assez cher. Ça signifiera
peut-être un fort ralentissement mondial et pour les indices c'est pas bon du tout. Et puis bon à contrario, si on repasse au-dessus des 68 80 dollars dans les prochaines semaines ou prochains mois, c'est qu'il se sera passé quelque chose aussi. Là on est zone très basse au niveau du pétrole, donc on verra bien dans les prochaines semaines. L'euro-dollar, beaucoup de zigzags, on est toujours sur la phase de stabilisation entre 1,15 et 1,18. Voilà, donc l'euro repart un peu à la baisse, plutôt normal je pense. On verra bien si cette zone elle tient et combien de temps, et à voir si laquelle des deux zones va casser en premier. Est-ce qu'on va casser les 1,80? Alors là, attention, ça commencera pour moi à faire quand même beaucoup au niveau de l'euro. Et si on revient ici, c'est plutôt intéressant pour les entreprises européennes. Si on revient vers les peut-être 1,12, voilà, rien non plus d'inquiétant pour le moment. Et on va aller voir le S&P 500 qui commence à tout juste respirer. On n'est pas sur un retournement, on n'est pas sur un crash. Là, on est en données hebdomadaires. La bougie, elle fait un peu peur. Moins 2,30 pour le moment, c'est pas non plus catastrophique. La dernière fois qu'on avait eu une grosse bougie, c'était à peu près la même chose, la semaine du 6 octobre, et ça n'a pas empêché de repartir à la hausse. Et aussi la semaine du 28 juillet, à peu près dans ces niveaux, vers les 2%. Sauf que plus ça va, plus on est loin déjà de la moyenne mobile 200 hebdo. Je vous rappelle que j'aime bien regarder un peu quand on se situe très loin, comme ici en 2021, on était sur un écart de 29%. Et là, en ce moment, on est sur un écart de 26%. Donc on est quand même assez haut sur les S&P. On a parlé que cette hausse fulgurante depuis le mini crash des tarifs douaniers a quand même fait progresser de plus de 40% le S&P, qu'il est tiré surtout par la tech et tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc prudence, techniquement on revient sur la moyenne mobile 10 hebdo sur le S&P, donc on verra bien si ça va continuer ou pas de creuser. Est-ce qu'on va avoir une consolidation plus profonde, voire pire? Il faut quand même aussi se dire que si on remet les retracements depuis avril, on pourrait très bien revenir vers les 6200 points dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça fait encore une baisse peut-être de 6-7%, voire 8%. Donc on verra bien. Pour le moment, le premier support qu'on va aller voir rapidement en données quotidiennes a cassé 6750. On a fait une île de retournement. Donc tous ces petites bougies là qui sont esselées. Donc une île de retournement a pris une grosse tendance haussière. Donc c'est souvent que ça fonctionne, ces îles de retournement. Soit c'est à l'inverse, quand on a une grosse tendance baissière et qu'on a des bougies esselées, c'est souvent que ça repart à la hausse. Là, ça a été le cas à l'inverse, à la baisse. Donc, ces 6 bougies sont entre un gap haussier et un gap baissier. Donc, une île de retournement. On voit hier, on a cassé la première zone de support court terme. Pour le moment, aujourd'hui, on est en train de faire une grande mèche basse, mais on a toujours un petit gap baissier. Donc, on verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. Les autres niveaux, pour moi, là, on est sur la moyenne mobile 50. On verra bien. Moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Support après, ça sera les 6562. Il faut se rappeler quand même qu'on avait eu une sacrée bougie, un moins 2,71 le vendredi 10 octobre. Et après, on est bien reparti. Donc, on verra. Est-ce qu'on va repartir direct? Est-ce qu'on va aller là? Et puis, je vous ai parlé de cette zone des 6200. Je le vois mal aller directement, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il va corriger tranquillement sur cette fin d'année. J'en sais rien, sur une vraie consolidation assez profonde sur fin d'année, peut-être début d'année prochaine, et aller retourner vers les 6002. On verra bien. Intéressant de le suivre parce que pour moi, le CAC 40, les résultats d'entreprise, etc., c'est tout derrière nous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si le S&P plonge les indices américains, je vois mal le CAC 40 résister. Donc, affaire à suivre. RSI, on est repassé timidement sous les 50, donc j'ai envie de dire rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment le S&P 500 va se comporter. On passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40.
en commençant par l'hebdomadaire pour voir qu'on fait une semaine négative, moins 2% environ, et on revient sur la zone qu'on avait vue le week-end dernier, la première zone technique très importante de polarité vers les 7900 points. Pour le moment, elle tient. On verra bien la semaine prochaine si elle va être cassée ou pas. Donc cette zone, je vous rappelle que c'était déjà une zone ici de support où on a fait un double top et ensuite on a quand même bien corrigé. Après, on a refait un sommet vers les 8200 et la même chose quand on a cassé la zone des 7009, on a beaucoup corrigé. Donc là, on va voir si on casse cette zone. Est-ce qu'on corrigera? Est-ce qu'on ira jusqu'à 7005? Est-ce qu'on ira plus bas? Je n'en sais rien. Déjà, si on casse, on va retourner dans ce long range qui a été présent entre avril et fin septembre. Donc, on pourrait encore se remettre là-dedans un certain temps. Je vous ai parlé en début de vidéo de mon scénario Spielberg de catastrophe, de crash sur le CAC 40. C'est correction des indices américains marqués, plus des soucis internes à la politique et ce budget 2026, où là je pense que le CAC 40 pourrait retourner cette fin d'année vers les 7200 points. Donc on verra. Voilà l'hebdomadaire, pour le moment ça tient, donc techniquement on est toujours très propre en tendance haussière. En hebdo on voit, on est revenu, on était chercher un nouveau record, on retrace vers les 7009. Donc pour le moment, rien d'inquiétant. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo. Les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 sont haussières. Le RSI est toujours dans la bonne partie au-dessus des 50. Donc on peut très bien aussi la semaine prochaine repartir, chercher les 8000 points et puis peut-être des nouveaux records. Là, on est toujours bien, mais on est sur une zone très importante. En données quotidiennes. Donc en données quotidiennes pour voir cette semaine, donc lundi on reste au-dessus de la première zone de support court terme, les 8100 points. Mardi on fait un gap baissier, mais on arrive à remonter avec une mèche basse. Mercredi pareil, on remonte un peu en séance, mais on se tape sur la zone des 8100 points qui était support et qui est devenu maintenant résistance. Là c'était la résistance, on casse, on accélère. Là, on fait une petite zone là, de stabilisation sur des nouveaux records, mais on retrace un peu. Et là, au lieu de repartir, on casse. Donc, premier signal de faiblesse. Et là, on est de retour. J'ai réussi à tracer un petit canal haussier, plus la belle zone de polarité à 7009 qu'il va falloir tenir. Donc, on est pile sur la zone. Affaire à suivre sur le CAC 40. Les moyennes mobiles 10, la 10 vient de croiser à la baisse la 20, donc premier aussi signal de petite faiblesse. Le RSI a passé en dessous du 50, donc on verra bien l'enjeu de la semaine prochaine. Les niveaux, on ne touche à rien. La semaine prochaine, si ça repart à la hausse, on verra si le CAC a la capacité de refranchir les 8100 points. Si ça casse, on verra bien jusqu'où il pourra aller. 7764, le milieu de ce range qui est toujours avec un gap haussier, je vous le rappelle, à 7005. Et puis après on ajustera tout ça. Au niveau du CAC 40, prudence, on est pile sur la zone. Donc affaire à suivre. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille qui a été équivalente à celle du CAC 40 avec une baisse d'un peu plus de 2%. Une seule position a été clôturée la semaine dernière, c'est Soprasteria en perte de presque 20%. Voilà, je me suis laissé embarquer dans cette baisse, pas de rebond, rien n'allait sur Soprasteria. J'ai pris la décision de couper, comme ça on récupère du cash et on passe à autre chose. Donc au niveau de mes trades court terme, on va commencer avec le BX4. On a parlé du CAC 40. Donc on est sur les mêmes niveaux sur le BX4 à l'envers. L'oblique baissière sur le BX4. Après, c'est à vous de voir. Mais évidemment, moi je m'en sers comme couverture un peu de mes positions court terme. On verra bien si les marchés vont vraiment vaciller et repartir vers le sud. Comme stratégie que vous pouvez mettre en place, c'est bien évidemment si
Le BX4, on fait une clôture journalière la semaine prochaine au-dessus des plus hauts de vendredi. On peut mettre un stop sous le gap baissier et la zone ici vers les 0,67. Et objectif, aller chercher un peu cette zone. Pourquoi pas? Voilà, un 24 de risque récompense. Et puis après, c'est vraiment, ça continue. On ajuste tout ça, etc. On peut aussi repartir à la baisse. Et le CAC 40 repart à la hausse. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Moi, je garde fond de portefeuille. Pour le moment, ça vacille un peu, mais c'est pas non plus la catastrophe sur les marchés, qui était il n'y a pas si longtemps que ça sur les plus hauts. Donc, on verra bien la suite. On a les niveaux. Moi, ma stratégie sur le BX4, c'est essayer d'en reprendre pour faire baisser mon PRU et après écrémer les positions. Donc, on verra où il en sera la semaine prochaine. On continue avec Eramet. Donc Eramet, c'est pas joli. C'est pas joli sur Eramet. Elle n'arrive pas à reprendre les acheteurs. On se rappelle de la zone des 59 € qui était support. On a vraiment vacillé le lundi 3 novembre avec cette bougie de moins 6%. Après, on a encore accéléré avec un gap baissier sur la zone de support. Et là, on est de retour sur la moyenne mobile 200, c'est la seule qui reste en support dynamique peut-être. Donc, on verra. Voilà, il y a pas de. On peut bien sûr ajuster, mettre la zone ici. C'est une petite polarité, mais ça fait beaucoup. Donc là, île de retournement, de bougies avec un gap aussi, un gap baissier, et on voit l'accélération à la baisse. Les retracements, ça commence à faire beaucoup. On a cassé le 61,8. Donc voilà, j'attends de voir. Si on avait au moins une respiration, un pullback, peut-être du zigzag, ça serait déjà pas mal sur Eramet. Pour les personnes intéressées, là, à cet instant T, il n'y a rien à faire. On n'a aucun signal d'un potentiel rebond, il n'y a rien. Le RSI, il y a encore de la place pour aller en zone de survente. Il descend, j'ai envie de dire, tranquillement. Donc, on pourrait retourner à la case départ. Chez Eramet, c'est vraiment pas bon. On avait fait le croisement M50, M200, donc une croix dorée. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, on verra bien la semaine prochaine comment elle va se comporter. Mais là, je suis plutôt négatif sur Eramet. Ma stratégie, c'est peut-être d'en reprendre si on a des signaux intéressants potentiellement un rebond et puis voir la suite. Voilà, on est toujours. Si on retourne là-dedans, on sera encore englué entre les 45 et vers les 50 et ça sera pas bon du tout pour la suite. On continue avec Imerys. Donc Imerys, elle peine vraiment. On est toujours dans ce long range. On s'est fait peur mardi. Si on se met en ligne de clôture, on voit. Mais plus ça va, moins il y a de rebond. La première fois qu'on a atteint la zone des 21, on a rebondi rapidement, chercher les 22. La deuxième fois qu'on l'a atteinte, pareil, on a fait à peu près la même vitesse pour aller à 22. Et puis là, on voit, troisième fois, on revient vers les 21. Là, déjà, on n'arrive plus à remonter jusqu'à 22. Et là, depuis une semaine, voilà, on voit très bien les rebonds. Au bout d'un moment, je pense que le support va casser. Donc, on verra. Pareil, ma stratégie sur Imerys, comme j'ai pas une énorme grosse position, c'est peut-être aussi de faire comme Soprasteria. On est englué là dans ce trade, couper, prendre sa perte, une grosse perte, mais voilà, après on sait pas, elle peut aller à 16 €, elle peut aller n'importe où après Imerys, sachant que là, si on casse ce range qui aura été un range d'accumulation dans la baisse et qui va se finir en distribution et qu'on peut aller après à 18 rapidement vu la longueur de cette phase de latéralisation, ça pourrait après accélérer à la baisse parce que il y a peut-être du monde qu'à chaque fois qui paye, qui dit là on avait fait une sorte de beau bull trap avec une grande méchotte. Et donc tous ceux qui vont se faire piéger, ils pourraient vendre et on pourrait accélérer en dessous des 20 €. Donc je suis pas très confiant sur Imerys, alors peut-être que la semaine prochaine elle va se réveiller et on va vraiment s'écarter de cette zone des 21 €. Les moyennes mobiles sont reparties baissières, on est en dessous de la 10, de la 20, de la 50 et bien évidemment de la 200. Le RSI, on n'arrive plus à repasser au-dessus des 50.
Donc j'ai envie de dire prudence. Pour les personnes intéressées par ces configs de range, bien évidemment, si lundi par exemple on fait une belle bougie et qu'on clôture à 51,20 € par exemple, et bon, il y a la stratégie assez simple, hein, payer le bas de range, voilà, comme ça. Risque récompense d'un 28, et puis si par miracle on casse ce range par le haut, on pourrait aller après chercher, je vous rappelle, l'oblique baissière là, que j'ai déjà tracé. Il y a le gap baissier du 30 juillet, il y a des objectifs à aller chercher, mais bon, pour le moment c'est pas trop de chemin court terme sur Emeris, donc affaire à suivre, je patiente tranquillement. On passe à Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est aussi chaos technique. Elle ne répond plus. Il y a rien. Donc on se rappelle du gap baissier suite à ses résultats. On aurait pu penser à une sorte de rebond pour un peu les traders court terme pour essayer de grappiller un peu ce gap qui est quand même extrêmement gros. Mais il n'y a rien. Que des bougies rouges. Si on se met en Ekinashi, on voit que des bougies rouges. Il n'y a rien du tout. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un peu comme il s'est passé comme ça. Mais c'est au moins un pullback, peut-être pas aussi long, mais essayer de retourner après à 26,50. C'est ce que j'espère pour essayer aussi de sortir de ce trade qui a été très mal embarqué suite à ces résultats. Donc voilà, c'est comme d'habitude, hein, soit vous coupez avant les résultats, soit vous attendez les résultats et vous avez le risque de vous prendre un énorme gap baissier et après on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'on va avoir un rebond? Et là pour le moment il n'y a aucun rebond, il n'y a plus rien sur Dassault Systèmes. Courage à ceux comme moi qui sont dedans. Là en hebdo, on est encore sur une zone. Mais bon, est-ce que ça va être une zone vraiment de support moyen terme? On en a eu. Hein. Ici, on avait une belle zone de support aussi moyen terme. Ça a duré quelques semaines. Ici, on avait une grosse zone de support à 31 € et on voit qu'on est maintenant à 23. Donc, on ne sait pas jusqu'où elle va baisser. Hein. On a 20 € vers les 20 €, donc les plus bas du crash du Covid. Donc, ça sera peut-être cette zone. Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que c'est tendance baissière de moyen terme, presque de long terme. Sur Dassault Systèmes, qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10, 20, 50, 200 qui sont toutes baissières, qu'on est en zone de survente. Donc là, il n'y a rien à faire. Hein. Si vous êtes investisseur long terme, que vous pensez vraiment à Dassault Systèmes pour peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, après c'est à vous de faire votre choix. Ça correspond à votre cahier des charges. On va prendre une position à 23 et peut-être que dans 1 an, elle sera repassée à 40 €, j'en sais rien. Pourquoi pas, j'en sais rien, mais ma stratégie c'était plutôt court terme et ça commence à faire beaucoup pour moi, aussi 20% à peu près de perte. Donc on verra bien, mais là il n'y a rien à faire court terme sur Dassault Systèmes. Il y a chaos technique comme je vous l'ai dit. On passe à Edenred, donc Edenred c'est aussi la catastrophe. J'avais vraiment confiance. J'avais bien aimé cet énorme gap haussier, ces 20% de hausse suite à ces résultats, beaucoup de volume. Je me suis dit, elle va peut-être essayer de faire quelque chose. On avait cassé l'oblique baissière, mais on n'a jamais réussi à franchir cette moyenne mobile 200 journalière sur Edenred. Peut-être c'était plutôt une sorte de peut-être sur du. Si on se met en hebdo, voilà, on voit c'est vraiment très volatile, c'est pas beau. On fait une énorme bougie haussière, on fait une toute petite bougie, on sait pas trop ce qui va se passer. Et puis la semaine suivante, cette semaine, on fait encore moins 17, beaucoup de volume, beaucoup d'échanges, donc vraiment très compliqué sur Edenred, très compliqué. Et maintenant, on va peut-être revenir à la case départ. Donc la case départ, c'est les 19 vers les 20 €. Donc j'attends de voir, c'est pareil, il n'y a rien sur Edenred, c'est comme Dassault Systèmes, là il n'y a rien, il y a que des bougies rouges, ça vend toute la journée, il n'y a personne, pas de contrepartie acheteuse, donc là il n'y a rien à faire, hein. Soit on revient à 20, il faut espérer une stabilisation, et puis après on verra bien ce qui se passe, comme on avait eu ici on avait été aussi fort à la baisse, on avait stabilisé, après il y a eu les résultats, mais là aussi le nombre de personnes piégées par ces résultats qu'on payait, et surtout on a eu un gap haussier post-résultat, et toute la journée une grosse bougie verte, stabilisation, et là badadra. Donc compliqué, très compliqué, peut-être des mouvements de traders court terme qui ont emmené les cours et qui ont tout lâché cette semaine, on ne sait pas, on verra bien. Donc je suis englué aussi sur Edenred.
j'attends de voir la suite, un peu comme Dassault Systèmes, parce que là, on n'a aucun niveau et on verra bien. Pour les personnes intéressées, pareil, Edenred, attendre peut-être les 20 euros. Mais là, rien à faire pour le moment. On passe à Soprasteria. Donc Soprasteria, comme je vous l'ai dit, j'ai coupé. On a vu moins 20% de perte. Voilà, j'ai coupé parce que on a encore cassé un support, qu'on va peut-être rester vers ces 123, mais la tendance est vraiment très baissière. Y a rien, on a croisé à la baisse ces dernières semaines, la 50 avec la 200, donc une croix de la mort. Le RSI en hebdo vient de rentrer en zone de survente, donc on va peut-être repartir pour encore plus bas, peut-être les 120, peut-être l'oblique haussière, on verra. Peut-être ça sera ce support qui va tenir des 123, mais bon, j'ai préféré couper, on verra. Ça commençait à faire beaucoup pour moi, donc voilà, maintenant je sais ce que j'ai perdu, on n'en parle plus, et puis on verra bien si dans les prochaines semaines il y a possibilité de re-rentrer. Mais quand je vois le graphique, c'est des tout petits rebonds. On a eu presque pareil, on a eu une grosse baisse, tout petit rebond technique, grosse baisse, tout petit rebond, et c'est reparti. Donc peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va encore plonger. Je n'en sais rien. Prudence si vous êtes sur Soprasteria. Si vous aimez ce genre de forte chute et que vous êtes contrarien, on a fait un marteau vendredi. Donc si lundi ça veut repartir un peu à la hausse, bien évidemment, pour ceux qui aiment les stratégies contrariennes, il y a ce genre de stratégie. Le problème, c'est que là, la zone de support qui avait joué rôle de support, elle va peut-être jouer rôle de résistance. Donc prudence, très compliqué sur Soprasteria. Moi, je suis sorti de ce trade. Donc on verra bien si on y retourne dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On continue sur Mersenne. Et Mersenne, c'est la même chose. C'est un peu comme Dassault Systèmes ou encore Edenred. Il n'y a rien. On a un gros gap. Donc là, c'est aussi... On va voir aujourd'hui là, que des erreurs de ma part. Mersenne, il faut se rappeler qu'avant les résultats, j'étais... Mais comme on dit, tant que c'est pas vendu, on n'a ni sécurisé les plus-values, ni encaissé les moins-values. Donc là, on ne sait pas jusqu'où elle va aller, je ne sais pas quand je vais sortir, je ne sais pas combien j'aurais perdu d'argent ou gagné d'argent. Ce que je savais, c'est qu'avant les résultats, j'étais à plus 12%, et que j'ai pas vendu, qu'on a eu les résultats, gros gap baissier, rien, pas d'achat, pas de trader court terme pour essayer de remonter, on fait moins 18. On arrive sur la zone de support des 22,80 pendant 3 jours, ça tient, mais après ça lâche. Et puis là, accélération baissière, on est un peu nulle part. Pour moi, la prochaine zone, c'est vers les 19,50. Donc on verra bien ce qui va se passer sur Mersenne. Mais c'est pas bon. En donné en hebdomadaire, on voit, c'est vraiment une forte baisse. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. En données quotidienne, pareil, on repasse en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc il n'y a rien à faire. RSI vient de rentrer en zone de survente. Donc le mieux à espérer, c'est de revenir, on va dire, tranquillement vers les 19,50, stabilisation. Et puis après, on verra bien si on peut espérer un pullback vers la zone de polarité, 23 euros, qui était résistance comme d'habitude, qui a cassé, qui a joué son rôle de support. Et là, si on revenait, on verra bien. Mais il y a toutes les moyennes mobiles déjà à franchir. Il y aura la 10, la 200, etc. Donc, pas confiance sur Mersenne pour les personnes intéressées, comme Dassault Systèmes, comme Edenred, voir quand elle arrivera vers ce support, ce qui se passera. On continue avec Ipsen. Donc, Ipsen, pour le moment, je suis en plus-value latente. Donc, Ipsen trade rentré le 27 octobre, donc la stratégie, mon PRU à 120,70 € avec cette sorte de triangle de consolidation suite à cette hausse. On voit, on a une belle bougie, on arrive sur la zone de résistance, je prends position, et puis là on voit qu'on est sur l'autre zone de résistance vers les 124 €. Est-ce qu'elle va passer ou pas? On va dire, mon plan, il est un peu comme celui-là, donc on verra bien.
Si on arrive à 130 dans les prochains jours, techniquement c'est pas mal. C'est pas mal, on est au-dessus des moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200 qui sont haussières. Le RSI a encore de la marge, on n'est même pas en zone de surachat. Donc on va espérer que le secteur de la santé et Ipsen arrivent à repartir. Là, sur cette semaine, c'est plutôt aussi positif qu'on voit le CAC 40. Peut-être une rotation aussi sectorielle, j'en sais rien. Mais il n'a pas vraiment bougé. Elle a même, je pense, bien progressé cette semaine. Plus 1,64. On voit la zone clé en hebdo pour moi, c'est entre 121 et 124. Chaque fois qu'on arrive, on rechute. Donc on va espérer que cette fois-ci, après avec un bon repli bien construit que j'ai bien aimé, et ben on arrive à repartir et aller chercher les 130. On verra. Pour les personnes intéressées par Ipsen, secteur de la santé qui va peut-être se réveiller et qui est dans une belle configuration technique haussière, Ipsen, vous pouvez aussi avoir la stratégie comme ça, mettre un stop plus serré peut-être là, sous la petite respiration. On a eu la hausse, la petite respiration moyenne mobile 10 et ça repart. On pourrait revenir là pour repartir. Donc, peut-être pour mon cas, remonter un peu mon stop. On verra. Pour le moment, j'attends. Me renforcer peut-être si on passe avec force, pourquoi pas, si on clôture peut-être à 125, je me renforce, mon PRU remontera un peu et je me remonte mon stop. Pourquoi pas, je suis positif sur Ipsen, on verra bien. Et je vous la fais suivre comme d'habitude sur mon Twitter si je fais quelque chose et puis on en reparlera le week-end prochain. On continue avec OP Mobility. Donc OP Mobility, pareil, elle est haussière. Elle est plutôt intéressante, la config. Donc rentrée aussi lundi 27 octobre. Ma stratégie, donc, c'est aussi une belle tendance haussière, bien construite. Forme un peu de triangle avec un beau support oblique haussier. La résistance à 14,10 €. On arrive à la franchir. On fait une belle mèche basse le mercredi 22. Donc j'ai pris position le 27. On a été chercher les 15,32. Première pour moi résistance. On a une sale bougie quand même, moins 6% le 30. Je pensais qu'on allait accélérer à la baisse, mais on voit ce qui est intéressant, c'est ces dernières bougies, ces derniers jours là. Ça lutte. On voit très clairement les 14 € qui est une zone qui était résistance et qui devient maintenant support, donc polarité, et on voit qu'elle est tenue. Pour être transparent avec vous, j'ai essayé de rentrer vendredi, juste avant la clôture sur OP Mobility, parce que j'aime bien la mèche basse de ce vendredi, donc on verra lundi. Possibilité que je me renforce, faire un peu baisser mon PRU. Pour le moment, mon stop est ici, puis bien évidemment, si ça repart, ma stratégie, c'est d'aller chercher les 16 €, 16,16 €. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, on pourrait, si bien évidemment ça repart, pullback sur la polarité et on accélère, chercher les 16. Voilà ma stratégie du départ. Pour le moment, elle est toujours d'actualité. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, si lundi ça veut repartir, vous prenez position par là. Et le stop, vous pouvez le mettre comme moi vers les 13,50 parce que si on casse les 13,50, ça veut dire qu'on repasse sous la moyenne mobile aussi 50, qu'on casse l'oblique baissière et on retourne dans ce sorte de range qui était plutôt haussier sous forme de triangle. Et puis on pourrait après chercher les 12,71, voire combler le gap haussier. Et puis la stratégie est caduque. Donc voilà sur OP Mobility. Pour le moment, c'est pas si mal. Elle fait de la résistance et c'est plutôt pas mal ce que j'ai vu cette semaine. RSI pareil, bien sur la zone des 50. Donc prête à repartir peut-être la semaine prochaine. Donc affaire à suivre. On continue. Donc cette semaine, mardi, j'ai pris position à l'achat sur le CAC 40 via l'ETF, le LVC avec un levier 2. Alors pourquoi on a vu le CAC 40, on était pour moi sur une zone intéressante de support qui pour le moment en danger, mais pour le moment elle tient. Donc j'ai pris position, mon PRU à 42,22. Ma zone d'invalidation est toujours dans cette zone vers les 41,25. Bien évidemment, le CAC 40 vendredi, l'ETF, le LVC, a été chercher la zone, mais je mets rarement des stops fixes. Je préfère voir vers la clôture. Alors des fois, ça me joue des tours. On a vu l'exemple avec par exemple Dassault Systèmes, Imerys, Eramet, Edenred et Soprasteria, voire Mersenne.
Donc, tous ces trades, si j'avais mis un stop, peut-être j'en serais pas là aujourd'hui. Mais là, pas sur le LVC, on verra bien. Si lundi ça repart à la baisse, je coupe, je prends ma petite perte, peut-être 2, 3, voilà, 3%, et on passe à autre chose. Et si le CAC 40 veut rebondir, ma stratégie initiale, c'était à peu près. Donc j'ai pris position là avec un PRU à 44 et 42. Première zone, c'est d'aller ici. On n'était pas loin mercredi. Je pensais qu'on aurait pu aller un peu plus haut, mais on était plus bas avec les indices américains qui vacillent. Donc peut-être comme ça, ça serait vraiment pas mal. Donc on verra bien. J'ai acheté sur la zone technique de support. On verra si ça tient ou pas. C'est pareil pour vous. Si vous pensez que le CAC peut repartir, vous prenez ce genre d'ETF. Et puis on verra bien. Si par exemple lundi, on arrive à clôturer au-dessus des plus hauts de vendredi, voilà, c'est comme ça. Donc le risque récompense est d'un peu plus de 1. Pourquoi pas pour essayer de grappiller quelques pourcentages. Et on va finir avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, on en a parlé cette semaine. Donc déjà, si on se met en hebdo, on est sur une grosse zone technique clé, les 82 euros. Alors c'est très baissier. C'est une énorme chute Pernod Ricard. On est en dessous de la moyenne mobile 50 depuis septembre 2023. On est sur une tendance baissière. On est revenu sur des niveaux de 2014. Faut se rappeler que lors du crash du Covid, on était quand même à 120, qu'on est à 82. Que le RSI est orienté à la baisse, que les moyennes mobiles en hebdo sont tout au-dessus des cours et baissières. Mais on est sur la zone. Donc ma stratégie sur Pernod Ricard, c'est de payer le support sur la bougie de mercredi qui était très belle. Une englobante haussière sur la bougie précédente. Très belle bougie. Donc j'ai payé PRU 85,14. Pareil, le stop, ma zone de stop a été atteinte vendredi, mais comme pour l'ETF sur le CAC, je suis toujours dedans parce que je n'ai pas vendu. Et ma stratégie, c'est celle-ci, dans un premier temps. Et si Pernod Ricard nous faisait le bonheur de casser ces zones de résistance, on aurait un scénario de double creux. Et bien évidemment, on pourrait aller chercher peut-être le gap baissier et puis plus si affinité. Et on pourrait re-rentrer après une partie de position sur la stratégie du double creux. Mais bon, on en est encore très très loin parce que je la trouve très très faible. Double creux, ça nous ferait aller dans cette zone. Mais je vois mal repartir les Pernod Ricard à 90 euros. Mais bon, on verra bien. Peut-être que lundi, elle va être encore faible. Et on vendra. On voit que ça tient, mais plus ça va, plus la zone est en danger. Ligne de clôture, on est vraiment très 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 limite sur Pernod Ricard. Donc on va bien voir. On va bien voir la suite. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez les payer. Après, bien évidemment, il y a deux stratégies. Il y a la personne long terme sur Pernod Ricard qui dit que la valorisation commence à être attrayante, que le secteur, etc., c'est quand même une grosse entreprise, que la Chine, ça va aller mieux, etc., qu'elle a perdu plus de 50% de sa valorisation, donc qui prend une position, qui ne met pas spécialement de stop, parce qu'on peut retourner à 73, qui prend une position et qui se dit que peut-être l'année prochaine, on peut revenir dans ces zones, les 120 euros. 120 euros, ça fait une augmentation de presque 50%. Pourquoi pas avec quelque chose comme ça, du long terme, et puis on verra bien. Et puis il y a la stratégie comme moi, plutôt court terme, où là, je ne vais pas me laisser embarquer. Parce que là, si par rapport à ma stratégie, je sais que je perdrai à peu près 4-5%, et si ça casse, et qu'on retourne par exemple à 73, on est déjà sur une baisse de presque 14%. Et on ne sait pas ce qui va se passer, la tendance primaire est baissière, donc tout peut arriver sur Pernod Ricard. Donc il faut bien faire la distinction par rapport au temps court terme, moyen terme, long terme, stratégie peut-être très long terme, Pernod Ricard avec son dividende, etc. Moi, je vous donne juste les niveaux techniques. Après, c'est à vous de faire votre choix par rapport à votre cahier des charges, vos stratégies. Chacun a sa façon de faire. Ce qui est sûr, c'est que la zone de support est à 82, qu'elle est en grand danger, mais pour le moment qu'elle tient. Donc on verra bien la suite des événements.
Voilà ce tour d'horizon de mes actions court terme. Seule position clôturée la semaine dernière, Sopra Steria. Et pour finir, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement sont très intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Crédit Agricole, donc on est toujours au-dessus de cette zone de support des 15,38 €. Plutôt une semaine calme sur Crédit Agricole. En hebdo, on est sur la zone clé. On voit que par rapport à la semaine précédente, on avait fait -4. Là, on se stabilise, 0. Elle n'a pas bougé. On tient la zone. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire à peu près la même chose qu'ici. Là, on avait fait pareil. Grande bougie rouge hebdo. La semaine qui a suivi, stabilisation et on a remonté. Donc, est-ce qu'elle va faire la même chose? Ça va être à surveiller la semaine prochaine sur Crédit Agricole. Donc, la zone est là. Maintenant, pour les personnes intéressées, même si les cours sont en dessous de toutes les moyennes mobiles, il y a la 10, la 20 qui sont vraiment baissières, la 50 et la 200 plates. Si on arrivait, parce que si on se met en 4 heures, alors on voit en 4 heures, on a une forme de petit range, donc la baisse, stabilisation, range, et en plus, plutôt intéressant parce que on voit, on retourne même pas à 15,38 ces 2 derniers jours depuis jeudi. Donc bien évidemment, la stratégie peut-être, c'est comme celle-ci, la risque récompense presque 2, ça peut s'envisager, je pense, sur Crédit Agricole, si le secteur bancaire va mieux et si, bien évidemment, le CAC 40 ne plonge pas, pourquoi pas. Voilà, comme ça à peu près. Donc, je vais la surveiller. Depuis quelques semaines, on ne baisse pas trop, mais on remonte pas. Donc, peut-être un retour un peu au-dessus des 16 € à envisager sur Crédit Agricole. Le RSI faiblard. On a été flirté avec la zone de survente. Il faudrait vraiment passer les 50 pour aller plus haut. Donc pareil, je vais vous la faire suivre sur mon Twitter. N'hésitez pas pour me suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. On continue avec Technip Energy. Donc Technip Energy, on est peut-être sur une configuration de double creux. On a notre zone aussi de support, ici à 33,88. Technip Energy, elle a bien consolidé, mais vu la hausse précédente, on est à peu près sur du 50%. Donc c'est pour ça, elle peut être intéressante. En hebdo, attention, on vient de croiser à la baisse la 10 et la 20. La 50 toujours haussière. Et puis la 200, elle est encore très très loin sur Technip. À voir si ça tient ou pas cette zone des 34 €. Mais on a la zone qui était déjà une zone ici de résistance qui a été cassée, phase de latéralisation pour exploser à la hausse. Donc est-ce qu'on va faire une sorte de double creux et repartir à la hausse? À suivre sur Technip, en plus notre zone ici. Donc très très belle techniquement. Si ça tient, peut-être une stratégie comme celle-ci. Attention parce qu'il y aura déjà ici, donc le risque récompense n'est pas top de 1. Et si bien évidemment on a une figure en double creux, on mesure la hauteur du double creux, complément du gap, et ça nous fait aller jusqu'au gap baissier du 10 octobre. Pourquoi pas aussi. Là on parle juste de technique, comme d'habitude. Si l'indice ça ouvre avec un gap baissier sur le CAC, tout ce que je vous parle aujourd'hui, ça sera sûrement que des supports cassés. Et puis on ira voir ailleurs et on attendra patiemment. Le RSI et les faiblards. Il nous reste la 200 en support dynamique sur Technip qui est intéressante. On voit ici en novembre 2024, on s'était rapproché, on était bien reparti. Le mini crash d'avril, pareil, on est revenu vers la 200, on est reparti. Donc là, on est vraiment pile sur cette 200, pile sur la zone de support. Donc je vais personnellement la surveiller de très près la semaine prochaine. On continue avec Euronext. Donc Euronext, intéressante et surtout résultats qui ont été bien accueillis par le marché. Donc les résultats étaient jeudi soir et vendredi, on a fait une belle bougie de presque plus 4%. Donc bien accueilli. Pareil, Euronext, c'est un peu comme Technip. Alors Euronext, c'est une gigantesque hausse parce que on voit depuis 2023, on ne sait pas trop, on n'a pas vraiment eu on a eu que des mini consolidations, mini respirations. Si on regarde à peu près de par ici,
On est sur un 61,8 de retracement. Mais bon, on peut bien en prendre plus bas. Donc, on voit, elle a consolidé, bien légitime vu sa hausse. En hebdo, on a cassé la moyenne mobile 50. La 200 est encore très loin. On était en zone de survente. On a été presque vers la zone de... On était en zone de surachat. On a été presque chercher la zone de survente. Et on voit que depuis quelques semaines, ça ne bouge plus. Sous forme d'un range latéral. Et ce qui est intéressant, c'est que vendredi, on a cassé l'oblique. On voit donc un peu, voilà, on voit, on tape, et là on est en train de casser. Donc là, c'est pareil, c'est assez simple pour une stratégie. C'est à peu près comme ça. Là, par contre, le risque-récompense n'est pas top, mais si on a à peu près ce triangle un peu qui arrive sur une fin de baisse, et on pourrait après aller chercher peut-être les 140, une belle zone de polarité qui va être, je pense, très compliquée à franchir si on y revient, parce que c'était une longue zone de support qui avait duré un certain temps, qui a été cassée. On a fait l'accélération baissière, donc ça serait déjà pas mal si dans les prochains jours on arrive à 140 sur Euronext. Attention, il faudra franchir la moyenne mobile 50 qui est baissière, qui était déjà ici une résistance dynamique, donc elle pourrait nous jouer des tours. Et puis après, il y aura la 200, mais elle est haussière, donc on verra. Voilà, il y a eu le signal vendredi sur Euronext. Après, c'est à vous de voir si ça peut être intéressant ou pas. RSI pile sur les 50, donc je vais la suivre de près la semaine prochaine. On continue avec Bouygues. Alors Bouygues, on va se mettre rapidement en hebdo. Donc on est aussi sur une zone intéressante vers les 40 € ici. Donc Bouygues, c'est une belle progression, hein. En hebdo, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200. Le RSI est très bien. Ça fait un moment qu'on est au-dessus de la zone des 50. Donc tout va bien sur Bouygues techniquement. En hebdo, en journalier, donc on a eu un gros gap haussier le 15 octobre qui a été vite invalidé. Donc on va quand même refaire un peu de plus bas. Donc une belle tendance haussière avec toujours des gaps haussiers. Là on fait une sorte de phase de latérisation plutôt dans un canal baissier, mais à très faible pente baissière. On casse avec un breakaway gap sur la bougie du 15 mars. Donc l'oblique baissière, voire la zone un peu, la résistance horizontale. On se stabilise sous la résistance à 42, qui est aussi une résistance oblique ici de polarité, qui était support, qui est devenu résistance, et la résistance. On va un peu plus bas. Et ce que j'aime bien, c'est la réaction suite à ces résultats du T3 qui était mercredi soir. On repart à la hausse et on se stabilise depuis 2 jours. Jeudi, vendredi, on ne bouge plus sur Bouygues. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a aussi notre zone. Peut-être si on prend position vers les 40. Voilà, je mettrai un stop court terme sous la bougie de mercredi post-résultat qu'il ne faut pas invalider. Parce que si on invalide, j'ai plus l'impression qu'on serait sur ce schéma. Alors que si on la tient, on peut très bien rechercher la zone de résistance. Et puis si on la casse, aller peut-être chercher les 44. Voilà, donc là, ça nous fait un risque-récompense de 1. Et puis si on va là-haut, plus de 2. Et on relance la dynamique haussière sur Bouygues. Voilà aussi, peut-être que le secteur va être recherché, je n'en sais rien. Mais techniquement, voilà ce que j'en pense de Bouygues. Après, c'est pareil, si vous êtes un investisseur long terme sur Bouygues, pour moi, on n'est pas sur des niveaux intéressants. Sur Bouygues, les niveaux intéressants long terme, c'est toute cette phase de long range. Hein. Donc, première zone intéressante sur Bouygues long terme, pour moi, c'est vers les 36, voire 32. Voilà, ça zigzag, elle avance pas trop Bouygues. Hein. C'est assez lent. Voilà sur Bouygues. Je vais pareil, vous la faire suivre sur mon Twitter. Et si, bien évidemment, je prends position, je vous partagerai sur Twitter et on en reparlera le week-end prochain. Et on va terminer avec SideTrade. Donc SideTrade, on arrive aussi sur une zone technique clé en hebdo. Donc en hebdo, on voit que si on dézoome, on peut se dire qu'on n'avance plus trop, qu'on est sur un range entre 200 et 260, voire une extension à 280.
Maintenant, si on se rapproche un peu, est-ce qu'on n'est pas sur première impulsion baissière, pullback, chercher 256 et puis là on plonge, peut-être, ou on retourne en haut, ou sur une sorte de reprise, on repart à 280. Donc en données quotidiennes, ce que j'aime bien techniquement, c'est qu'on est de retour vers cette zone de polarité à 226, qu'on a toujours le gap haussier du 18 septembre qui est ouvert. Après en retracement, on est à 61,8, donc c'est pareil, soit ça passe, soit ça casse. Court terme, on est sous toutes les moyennes mobiles, 10, 50, 200 et 20. Donc c'est pas top, mais si on arrivait lundi peut-être à avoir une clôture à 230, pourquoi pas tenter pour ceux qui aiment bien un peu contrarier sur la tendance court terme. Voilà, prix se récompense, c'est assez intéressant. 250, on peut aussi bien avoir un scénario comme celui-là. J'en sais rien, mais on est pour moi sur la zone de polarité, support. Donc j'avais envie de vous la partager et je vais vous la faire suivre la semaine prochaine. On verra bien. Techniquement, court terme, c'est plutôt faible, mais on voit un ralentissement dans la baisse. Ça tient, c'est timide, mais ça tient. Peut-être que lundi, on sera à 220 et là, on pourra mettre le scénario à la poubelle. Mais pour le moment, ça tient. Attention, moyenne mobile 10. On voit, on n'arrive pas trop à la passer court terme. Ici, on fait une méchote. Là, ça vend toute la journée. Jeudi, méchote. Et vendredi, méchote. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite sur Side Trade que je vous partagerai sur mon Twitter. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ce rendez-vous hebdo d'analyse économique et technique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!